Bonjour à tous. Donc comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, on arrive à faire léviter dans l'air des petits objets comme des billes de polystyrène en utilisant les ondes acoustiques ou alors un petit bateau en papier d'aluminium en utilisant la poussée d'Archimède. Maintenant, on peut se demander s'il est possible de faire léviter des objets plus lourds, comme par exemple ce morceau de métal qui pèse son poids. Est-ce que je vais être capable de le faire léviter au-dessus de la table, comme ça, en utilisant une des forces acoustiques ou la poussée d'Archimède? La réponse est non, ces forces sont trop faibles pour contrebalancer le poids, qui est très important, de ce morceau de métal. Alors si je laisse tomber ce morceau de métal, qu'est-ce qui se passe? Il tombe jusqu'à la table. Alors je le fais tomber dans un tube pour le guider un petit peu et pour pas qu'il se fracasse sur la table, mais vous voyez que il se passe rien de spécial, le morceau de métal tombe jusqu'au fond. Alors évidemment, je peux utiliser des incantations magiques pour essayer de le faire léviter. Alors, vous allez me dire, j'ai eu de la chance, il est resté bloqué. Non, il n'est pas resté bloqué. Il lévite effectivement au-dessus de la table. Alors, c'est pas magique, évidemment. Ici, on fait de la science. C'est l'effet de la force magnétique. Donc, ce qui se passe, c'est que ce morceau de métal est un aimant et que j'ai placé sous la table, exactement à cet endroit-là, un autre aimant. Les deux aimants se repoussent et la force générée par cette répulsion contrebalance la gravité, ce qui fait que l'aimant peut léviter dans l'air. Alors, je ne peux pas le faire comme ça sans tube, parce que dans ce cas-là, l'aimant se retournerait et viendrait se coller à l'autre aimant. Le tube lui interdit de se retourner et permet donc de maintenir cette lévitation. Donc, si je mets l'aimant, alors c'est un petit peu difficile, voilà, l'aimant au-dessus de l'un de l'autre, on voit qu'il lévite. Cette lévitation disparaît évidemment dès que je sors du champ d'attraction de l'aimant qui est placé sous la table. Alors tout le monde sait ce que c'est qu'un aimant. Il s'agit de matériaux comme ceci, qui présentent deux pôles, un pôle sud et un pôle nord, matérialisés ici par les couleurs verte et rouge. Donc vous savez que quand deux pôles de même nature sont mis l'un en face de l'autre, ils se repoussent, alors que si je mets deux pôles de nature différente l'un en face de l'autre, ils s'attirent. On peut par exemple, avec cet aimant, en mettant les deux pôles opposés l'un en face de l'autre, le nord en face du sud et le sud en face du nord, attirer l'aimant. Si je fais l'inverse, donc les deux pôles nord l'un en face de l'autre et les deux pôles sud l'un en face de l'autre, je peux repousser l'aimant. Alors ces aimants ont une action sur les métaux. Alors pas sur tous les métaux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Par exemple, ceux qui sont familiers des séries X-Men connaissent le personnage de Magneto qui a le pouvoir de contrôler le métal. Et il peut ainsi l'éviter, ce qui nous ramène à notre histoire de lévitation. Et on peut penser que les scénaristes, les créateurs de ce personnage, ont pensé qu'il était capable de contrôler les champs magnétiques et ainsi de pouvoir, à loisir, tel un aimant, diriger, attirer, repousser les métaux. Alors il se trouve que les aimants ne repoussent ou n'attirent pas tous les métaux. Ça ne marche qu'avec certains types de métaux, donc bon, ça marche avec celui-là. Mais si je prends un autre type de métal, par exemple ici ce petit morceau d'aluminium, constatez qu'il est complètement insensible au champ magnétique. Alors on va voir dans la suite ce qui explique ce phénomène. Alors pour comprendre pourquoi certains métaux sont attirés par les aimants et pas d'autres, il faut s'intéresser à une propriété des matériaux qui s'appelle la susceptibilité magnétique, et qu'on note par la lettre grecque Chi. Alors cette susceptibilité va quantifier la capacité qu'a un matériau de s'aimanter ou pas en présence d'un champ magnétique. Alors, si on prend un aimant et un matériau et qu'on les approche l'un de l'autre, l'aimant va créer un champ magnétique et le matériau va répondre à ce champ magnétique en créant lui-même un champ qui s'appelle M, on appelle ça l'aimantation, et qui est proportionnel au champ magnétique B de l'aimant. Alors les matériaux se classent suivant différentes catégories en fonction de leur valeur de Chi. Par exemple, les matériaux ferromagnétiques, dont le principal est le fer, possèdent un Chi positif et de grande valeur. Et donc si on approche un morceau de fer d'un aimant, il va être attiré par l'aimant. Si la valeur de Chi est positive mais très peu intense, on a des matériaux qu'on dit paramagnétiques. C'est le cas de l'aluminium par exemple. Donc l'aluminium va être attiré par l'aimant, mais de façon tellement peu intense qu'il ne tient pas sur l'aimant et on n'a pas d'attraction. Vous pouvez essayer avec du papier d'aluminium
papier d'aluminium n'est complètement insensible à l'action d'un aimant, contrairement au fer. Enfin, on a les matériaux diamagnétiques. Alors les matériaux diamagnétiques ont une valeur de Ki négative et très faible. Donc ils sont repoussés par l'aimant, mais là aussi de façon non perceptible. Car la valeur de Ki vaut environ 10-5, donc c'est vraiment très peu intense. Alors à peu près tous les matériaux, enfin une grande majorité sont diamagnétiques, hein, le cuivre, le carbone, l'eau sont des diamagnétiques. Alors c'est un effet qui est très faible, mais qu'on peut quand même mettre en évidence, par exemple en utilisant des matériaux très légers. Ainsi, une très fine feuille de carbone, de graphite, donc avec un poids très faible, peut, si elle est placée au-dessus d'un aimant, l'éviter, tout simplement parce que la force de répulsion, même très faible, est suffisante pour contrebalancer le poids lui aussi très faible. On va le voir sur cette vidéo. Dans cette expérience, on a 4 aimants, des pôles nord et des pôles sud, et une petite feuille de graphite, ici en bas à gauche. Le graphite est un matériau diamagnétique. Ça veut dire qu'il est repoussé par les aimants, mais de façon très faible. Cependant, ici, la feuille de graphite est tellement légère, son poids est tellement petit, qu'elle va pouvoir léviter au-dessus des aimants grâce au diamagnétisme. Positionnons la feuille de graphite au-dessus des aimants. On peut voir que le graphite lévite quelques millimètres au-dessus de l'aimant. Alors je vous ai dit que la plupart des matériaux étaient diamagnétiques. Donc, en particulier, l'eau est diamagnétique. Et on peut du coup faire des expériences intéressantes puisque la plupart des corps sont faits d'eau. Je pense aux animaux et aux êtres humains. Donc on peut par exemple, dans un champ magnétique assez fort, faire léviter une souris ou une grenouille, comme on peut le voir sur ces images. En effet, je vous ai dit que c'était un effet très faible, mais si on utilise un champ magnétique B très intense, plusieurs Tesla ou plusieurs dizaines de Tesla, on arrive à avoir des forces de répulsion suffisamment intenses pour faire léviter des objets de taille raisonnable, comme une grenouille ou une souris. Alors on pourrait faire léviter un être humain de la même façon, il faudrait juste utiliser des champs beaucoup plus forts, qui sont très difficiles à obtenir, et on ne sait pas trop les conséquences sur la santé, donc ça, à ma connaissance, ça n'a jamais été testé. Enfin, il existe une dernière catégorie de matériaux, les matériaux supraconducteurs. Donc ce sont des matériaux qui ont un Ki négatif, donc qui également sont repoussés par les aimants, mais avec une valeur beaucoup plus importante, qui vaut -1 pour les supraconducteurs, c'est-à-dire 10 puissance 5 fois plus que les matériaux diamagnétiques dont j'ai parlé précédemment. De cette façon, même avec des champs magnétiques relativement faibles, produits par des aimants standards, on peut faire léviter des objets avec des supraconducteurs. C'est ce qu'on va voir dans les différentes vidéos qui viennent. On a ici un supraconducteur en noir sur lequel on a déposé un petit aimant en gris. On a donc une interaction entre le champ magnétique de l'aimant et le supraconducteur. On ajoute maintenant de l'azote liquide pour refroidir le supraconducteur qui jusqu'à présent n'avait aucune propriété particulière magnétique. Au bout d'un certain temps, le supraconducteur se refroidit et acquiert ses propriétés supraconductrices. Dans ce cas, des boucles de courant apparaissent à la surface du supraconducteur et ces courants créent un champ magnétique qui annule exactement le champ magnétique qui était présent et dû à l'aimant. On a B égale 0 dans le volume du supraconducteur et le champ créé dans ce matériau s'oppose à celui de l'aimant et le repousse. L'aimant lévite alors au-dessus du supraconducteur à une distance qui marque l'équilibre entre cette force magnétique et la gravité. Alors, en toute rigueur, cet effet, qui s'appelle l'effet Meissner, ne devrait pas conduire à une position stable de l'aimant. Il devrait avoir tendance à s'échapper au-dessus du supraconducteur, à ne pas rester comme ça en position. En fait, ici, on a un second effet qui intervient, qui est la présence de vortex, ce qu'on appelle des vortex, qui manifestent le fait que le champ peut passer quand même à l'intérieur du supraconducteur et stabilise ainsi l'aimant dans une position bien précise. Vous voyez que si on essaye d'écarter l'aimant de cette position d'équilibre, il revient toujours à une position fixe. Si on parvient à rompre cet équilibre, il n'est ensuite plus possible de restabiliser l'aimant, les vortex ayant disparu. Une autre illustration de ces vortex est la suivante. Plaçons un supraconducteur, ici en noir, en dessous d'un aimant avec une petite cale entre les deux.
on va montrer que cette fois-ci, on peut piéger l'aimant dans la position qu'il avait avant que le supraconducteur devienne supraconducteur, c'est-à-dire avant qu'il soit refroidi. On va donc maintenant refroidir le supraconducteur avec de l'azote liquide à 77 Kelvin. Donc cette fois-ci, à la différence de l'effet Meissner, l'aimant n'est pas repoussé par le supraconducteur, il va être piégé dans sa position, qui était sa position initiale avant refroidissement. Dans ce cas-là, le supraconducteur laisse passer un certain champ magnétique le long de petites colonnes qu'on appelle des vortex. Donc on n'a pas expulsion totale du champ comme pour l'effet Meissner. Et ces vortex vont stabiliser l'aimant dans une certaine position. Donc si je retire maintenant la cale, on va observer que l'aimant reste très stable, quelques millimètres au-dessus du supraconducteur. On a piégeage. Alors c'est un piégeage assez solide, c'est-à-dire que je peux rajouter du poids sur mon aimant en lévitation et l'aimant va rester bien positionné au-dessus du supraconducteur. Alors on sent une application possible. N'ayant pas de contact entre l'aimant et le supraconducteur, il n'y a pas de frottement, et donc la rotation par exemple de cette masse peut se faire pendant un temps beaucoup plus long que si on avait des roulements à billes ou n'importe quel type de contact mécanique.